Et c'est donc Emmanuel Capus qui nous accompagne pendant cette première demi-heure. Rebonjour, vous êtes élu de Maine-et-Loire, membre du groupe Les Indépendants République et Territoires. Vous êtes vice-président de la Commission des Finances et on va bien sûr parler du budget dans quelques instants qui est examiné en ce moment même au Sénat. Mais d'abord, la crise sanitaire et la 5e vague qui est donc là, dit le gouvernement. Nouveau conseil de défense demain. Le conseil scientifique qui recommande désormais d'élargir la 3e dose pour tous les adultes. Est-ce que pour vous, il faut l'ouvrir dès maintenant ? Je pense que effectivement, il y a certains territoires qui sont touchés. Toute la France est touchée, comme l'Allemagne, comme les pays étrangers l'ont connu un peu avant nous. Avec l'expérience qu'on a maintenant, on voit que la 2e dose commence peut-être à perdre ses effets. Et pour les personnes qui ont plus de 6 mois de vaccination, c'est sans doute utile dès maintenant. Moi, je suis plutôt favorable. Mais plutôt par catégorie d'âge ou est-ce qu'il faut y aller dès maintenant pour Par catégorie d'âge, puisque en fait, les personnes les plus âgées ont été vaccinées les premières. Donc à partir du moment où on attend 6 mois, ça veut dire d'abord les plus de 65 ans, c'est déjà le cas, ensuite sans doute les plus de 50 ans, et puis peut-être toute la population le plus rapidement possible. Votre département de Maine-et-Loire fait partie des départements les plus touchés en ce moment par cette 5e vague. Est-ce qu'il faut des mesures supplémentaires ? On sent monter l'épidémie un peu plus fort qu'ailleurs dans le Maine-et-Loire depuis plusieurs semaines. Cette semaine, ça a encore augmenté, effectivement. Il n'y a pas besoin de mesures dantesques. On a déjà des outils. Le préfet a annoncé le renforcement de ces outils qui sont d'abord les gestes sanitaires, le port du masque, notamment dans les rassemblements, le port du masque en extérieur quand il y a du monde, notamment dans des files d'attente, dans les marchés, et puis le renforcement des contrôles du pass sanitaire. Et puis, la vaccination, il faut qu'effectivement, les dernières personnes qui ne sont pas vaccinées, il y a encore des personnes qui ne sont pas du tout vaccinées, eux sont extrêmement prioritaires. Et moi, je suis aussi favorable. On peut encore aller vacciner quand au bout d'un an, on ne s'est toujours pas fait vacciner. Est-ce que ce sont des réticents qu'on ne peut plus aller chercher ou vous dites qu'il y a encore des personnes à aller chercher ? Il y a encore des personnes à aller chercher, oui, je pense. Sur les manifestations, on le voit, elles se multiplient en Europe, chez nos voisins européens, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique, des manifestations avec parfois des violences. Est-ce que vous créez un phénomène de contagion qui pourrait toucher la France ? Est-ce que je crains un phénomène de contagion ? Nous, on a déjà eu pas mal de violences par le passé. J'espère que c'est derrière nous. On voit qu'en Guadeloupe, ça se passe pas très très bien. La violence, elle est inacceptable. Elle n'a absolument pas sa place dans ce type de sujet. Je la condamne avec extrêmement de fermeté. Ça n'est vraiment pas une solution politique. Donc aujourd'hui, je pense que notamment le pass sanitaire est relativement bien accepté par la population. La vaccination a été extrêmement bien acceptée par la population. On a un des taux les plus élevés sans doute d'Europe, peut-être du monde. Donc non, aujourd'hui, je ne suis pas devin, donc je ne peux pas dire que ça n'arrivera pas. Aujourd'hui, je suis assez serein. Vous parliez de la Guadeloupe, justement, où là, il y a des manifestations pour manifester contre le pass sanitaire, contre l'obligation vaccinale pour les soignants. Des manifestations et une colère qui s'élargit. Est-ce que vous comprenez cette colère et vous comprenez ces manifestations en Guadeloupe ? Personnellement, non seulement je la comprends pas, mais je la condamne. Je pense qu'elle est inacceptable. Je pense qu'il y a une récupération, manifestement, qui est faite à partir d'un sujet sanitaire, et qu'en fait, on a totalement débordé du sujet sanitaire. On a des casseurs, des délinquants, qui viennent saccager des bijouteries, qui viennent saccager des commerces, qui viennent voler de l'alcool. On est totalement en dehors d'un problème sanitaire. Il y a une récupération politique, manifestement, du syndicat principal des travailleurs de Guadeloupe, que je regrette. Le préalable, à mon avis absolu, c'est la remise de l'ordre dans les rues, sur le terrain là-bas, et ensuite l'augmentation de la vaccination, parce que c'est quand même totalement anormal que ce territoire, qui a subi une première vague extrêmement violente, soit toujours à des taux de vaccination extrêmement bas et qui entraînent forcément des décès beaucoup plus élevés qu'ailleurs. Moins de 40% de la population est totalement vaccinée. Ça veut dire que la réponse du gouvernement, d'abord la fermeté en envoyant des unités du RAID et du GIGN, puis hier Jean Castex qui a dit qu'il y aurait une instance de dialogue. Pour vous, c'est la bonne méthode ? C'est la bonne méthode pour moi. Un mot sur une autre actualité, on l'a vu dans le journal, il y a une réunion ce matin au ministère de l'Intérieur autour de Gérald Darmanin, des instances du foot français, une information qui fait la une de beaucoup de nos quotidiens régionaux ce matin, ce qui s'est passé dimanche soir dans le stade de Lyon et Dimitri Payet qui a donc reçu un projectile en pleine tête. Est-ce que pour vous c'est un tournant ? On le voit, le gouvernement qui prend le problème à bras-le-corps alors que ce n'est pas la première fois depuis le début du championnat qu'il y a des incidents dans un stade de foot. Est-ce que c'est un tournant ? Est-ce qu'il faut prendre de nouvelles mesures ? Est-ce qu'il faut qu'il y ait plus de fermeté ? Est-ce qu'il faut qu'il y ait plus de fermeté ? Je pense qu'il faut qu'il y ait plus de fermeté. Je pense qu'il faut qu'il y ait plus de fermeté. Je pense qu'il faut qu'il y ait plus de fermeté. Je pense qu'il faut qu'il y ait plus de fermeté. Je pense qu'il faut qu'il y ait plus de fermeté. Je pense qu'il faut qu'il y ait plus de fermeté. Je pense qu'il faut qu'il y ait plus de fermeté. Je pense qu'il faut qu'il y ait plus de fermeté. Je pense qu'il faut qu'il y ait plus de fermeté. Je pense qu'il faut qu'il y ait plus de fermeté. Je pense qu'il faut qu'il y ait plus de fermeté. Je pense qu'il faut qu'il y ait plus de fermeté. Je pense qu'il faut qu'il y ait plus de fermeté. Je pense qu'il faut qu'il y ait plus de fermeté. Je pense qu'il faut qu'il y ait plus de fermeté. Je pense qu'il faut qu'il y ait plus de fermeté. Je pense qu'il faut qu'il y ait plus de fermeté. Je pense qu'il faut qu'il y ait plus de fermeté. Je pense qu'il faut qu'il y ait plus de fermeté. Je pense qu'il faut qu'il y ait plus de fermeté. Je pense qu'il faut qu'il y ait plus de fermeté. Je pense qu'il faut qu'il y ait plus de fermeté. Je pense qu'il faut qu'il y ait plus de fermeté. Je pense qu'il
Ça fait quand même plusieurs semaines, voire plusieurs mois qu'on voit qu'il y a des violences. Il y a le phénomène du Covid. Je pense que on sent dans la population, c'est la même chose en Guadeloupe d'ailleurs, une exaspération, une fatigue morale. Incontestablement, c'est sans doute le geste de trop. Moi, je suis favorable à ce qu'il y ait des sanctions, à ce qu'on arrête clairement les matchs et que le match soit gagné sur tapis vert quand il y a ce type d'événement qui se produit. Ça n'est pas acceptable. Et puis, il faut sans doute également exclure définitivement des stades ce type de faiseurs de troubles. On va passer à l'actualité du Sénat. Maintenant, Emmanuel Capus, et l'actualité du Sénat, c'est le budget qui est donc examiné par les sénateurs, un examen qui pourrait bien tourner court. On va voir pourquoi avec notre journaliste parlementaire Audrey Vettel. Bonjour Audrey. Bonjour. On va parler de ce qui pourrait se passer cet après-midi avec le vote, mais d'abord, les sénateurs continuent pour le moment l'examen du budget. Hier, ils ont adopté l'instauration d'un bouclier tarifaire. Oui, une mesure qui doit permettre de faire face à la hausse du prix des énergies et qui consiste à réduire les taxes intérieures pour permettre de geler les tarifs réglementés du gaz et de limiter à 4% l'augmentation des tarifs réglementés de l'électricité. Début 2022 pour l'État, ce sont 5 milliards de recettes qui ne rentreront pas dans les caisses cette année avec cette mesure. Et Audrey, c'était donc l'un des derniers points importants de la partie recettes du budget. Les sénateurs doivent maintenant passer au vote de cette partie. Oui, et manifestement, Roger Carucci, qui présidait la séance hier, a voulu maintenir le suspense puisqu'il a arrêté les débats à 20h. Ils reprendront cet après-midi. Et du suspense, il y en a autour de ce vote. Pourquoi ? Parce que de nombreux sénateurs estiment que ce budget 2022 est un budget de propagande électoraliste. Les mots sont forts. Ils avancent qu'Emmanuel Macron en profite pour faire campagne, multiplier les mesures coûteuses. Certains disent même qu'il fait campagne avec l'argent des Français. Pour montrer leur mécontentement, les sénateurs de la droite sénatoriale, notamment de la majorité sénatoriale, voulaient refuser tout bonnement l'examen du budget. Mais pour cela, il fallait l'accord des centristes qui ont préféré une solution à mi-chemin. Je vous propose d'écouter Hervé Marseille, le président du groupe centriste. Il y a beaucoup à critiquer, il y a beaucoup à proposer, et donc il faut discuter. Pourquoi ? Parce que le Parlement a pour vocation première de discuter le budget. Et donc on ne peut pas refuser le débat. Donc l'idée est venue qu'il fallait ouvrir la discussion sur le budget. On va faire la première partie, et puis on verra à la fin de la première partie s'il faut aller vers la deuxième partie. Alors la première partie, c'est ce qui vient d'être examiné, ce sont les recettes. On saura donc cet après-midi si les sénateurs veulent aller plus loin et examiner la partie dépenses, les dotations au ministère notamment. Emmanuel Capus, est-ce que c'est un budget de propagande électoraliste ? On dit ça à chaque fois qu'on est à la fin d'un mandat, d'un quinquennat, l'opposition critique en disant que c'est un budget de propagande. J'ai eu l'occasion de m'exprimer lors des débats. Moi, je pense que c'est surtout un budget de fin de quinquennat qui pose les bases, qui marque la trajectoire qui a été menée ces dernières années, c'est-à-dire diminution des impôts et investissement. La question qui se pose maintenant, c'est celle de savoir si on va discuter ou pas cet après-midi, si on va continuer à discuter ou pas. Moi, je suis d'accord avec Hervé Marseille. Il faut débattre de ce budget. On peut le critiquer, mais pour le critiquer, il faut en débattre. Il faut pouvoir argumenter. Jusqu'à maintenant, je ne vois pas comment la majorité LR pourrait ne pas voter la première partie. J'ai bien noté qu'elle va sans doute le faire. Mais je ne vois pas comment elle peut le justifier, parce qu'elle a voté tous les articles. Les 18 articles de la première partie ont été votés intégralement par les LR, que beaucoup d'amendements qui justement améliorent le texte ont été votés. Et donc je ne vois pas quel peut être le suspense, en fait. C'est quelle va être la motivation pour ne pas voter un texte qu'on a intégralement voté. Pour vous, c'est de la politique, il n'y a pas de fond, il n'y a pas de raison de fond, c'est ça que vous nous dites ? En fait, ça n'est politiquement pas possible de ne pas voter un texte dont on a voté l'intégralité des articles. Vous voyez, il y a quand même un petit problème de logique, de cohérence, en fait. Donc il y a manifestement, c'est ce que vous avez dit, une volonté politique de critiquer, mais en fait, il faut bien que les collègues LR voient que s'ils ne votent pas la première partie, ils ne voteront pas la première partie adoptée par le Sénat, avec les amendements adoptés par le Sénat. Et donc, ça n'est pas une balle vers le gouvernement qui le tire, mais c'est une balle vers le Sénat. C'est affaiblir le Sénat, ce que pense une partie du groupe socialiste aussi. C'est incontestablement affaiblir le Sénat, pour les raisons que je viens de dire, parce que c'est le fait de rejeter finalement un texte qui a été amendé. Et puis il y a une deuxième raison, c'est aussi le fait que ça empêche
de discuter des dépenses et des crédits et des missions. Et là aussi, il y a moyen d'améliorer le texte. Il y a quand même, il y a aussi là une forte hypocrisie quand même. La majorité des missions ont été adoptées par la Commission des finances, toutes les missions régaliennes. L'enseignement supérieur, la défense, la justice, la plupart des grosses missions ont été adoptées par la majorité sénatoriale en Commission des finances. L'ensemble des amendements de la Commission des finances ont été votés en première partie. Donc il n'y a aucune raison de ne pas continuer et on se prive de la possibilité de discuter de ces missions en deuxième partie. Il y a manifestement d'autres logiques, j'attends avec impatience de les découvrir, qui sont sans doute des logiques exclusivement politiques, exclusivement politiciennes, d'un signal qui veut être envoyé au gouvernement. Ça laissera des traces sur le Sénat, parce que ça donne une image qui n'est pas bonne d'un Sénat qui refuse de voter son propre texte, et ça laissera, je le crains, des traces dans la majorité, parce qu'on a bien vu qu'il y a une forte dichotomie entre le groupe majoritaire et le second groupe de la majorité, qui est le groupe Union centriste, qui n'est pas, et Hervé Marseille l'a dit, sur cette ligne-là. Il critique notamment de l'argent magique qui a été un peu rajouté entre le projet initial, le projet de loi initial et finalement celui que vous êtes en train d'étudier, de l'argent qui a été rajouté à des visées électoralistes. Il y a des amendements qui ont été rajoutés un peu en dernière minute quand même. Alors, ils ont été... Ça, ce sont les députés qui pourraient le dire, ça. Parce qu'effectivement, les députés, ils ont examiné un budget au fur et à mesure, avec des amendements qui sont arrivés au fur et à mesure de la discussion. Nous, on a eu un budget complet. Il n'y a pas eu d'amendement du gouvernement déposé au Sénat, en tous les cas. Incontestable. Mais ça, ce sont des arguments totalement politiciens. Ça, c'était avant que ça arrive au Sénat. Si on critique l'argent magique, il suffisait de déposer des amendements. L'ensemble des amendements de la Commission des finances a été adopté. Donc, le budget qu'on va examiner, en tous les cas la première partie qu'on va examiner cet après-midi, c'est une première partie, qui est la première partie du Sénat, amendée par le Sénat. C'est notre texte à nous. C'est là-dessus qu'on va se prononcer cet après-midi. Il y a un autre texte sur lequel les sénateurs et les députés ont discuté hier, c'est le budget rectificatif. C'était la CMP, tentative de trouver un accord entre députés et sénateurs. Elle a échoué en cause l'indemnité inflation de 100 € promise par Jean Castex pour les personnes qui gagnent moins de 2 000 € net par mois. Les sénateurs n'en voulaient pas, les députés en voulaient. Les sénateurs qui dénoncent le coût pour les finances publiques et la non prise en compte des foyers des revenus du foyer. Est-ce qu'ils n'ont pas raison, les sénateurs ? Alors moi, j'avais une position qui était médiane. Il y a, en fait, effectivement, vous l'avez très bien dit, le PLFR, il n'y avait pas grand-chose à en redire. Normalement, le Sénat aurait dû le voter comme les PLFR précédents et les PLFR très nombreux de l'année précédente. Il y a eu un achoppement sur l'article 12, sur l'indemnité d'inflation, les 100 € pour lutter contre l'inflation. Ce que je pense, c'est que cette indemnité, c'est une réponse rapide, efficace à un problème qui est nouveau, qui est la hausse du coût des énergies et l'inflation que vivent les Français. Ce que j'ai dit, et c'est pour ça que j'ai déposé un amendement, moi, c'est que peut-être que la cible était trop large. 38 millions de personnes, ça fait beaucoup. Moi, j'ai proposé un amendement avec le groupe Les Indépendants qui disait... Je pense qu'il faut prendre en compte les revenus du foyer et pas individuellement, parce que sinon, à l'heure actuelle, on risque d'avoir le père, la mère, enfin les deux parents, les enfants de plus de 16 ans, qui touchent un chèque de 100 € alors que peut-être il n'y a qu'une seule voiture, alors que vraisemblablement il n'y a qu'une seule chaudière. Donc, moi, ce que j'avais proposé, c'est qu'on prenne en compte les revenus du foyer. Et en plus, ça permettrait de flécher l'indemnité vers les foyers les plus modestes, parce qu'il peut parfois y avoir un des deux membres du couple qui gagne plus d'argent, en tous les cas, beaucoup plus que 2 000 €. Ça n'a pas été retenu, ça n'a pas été adopté, et la majorité, enfin le groupe majoritaire, a préféré déposer un amendement qui va totalement à l'encontre, qui est privilégier, donc qui est supprimer purement et simplement l'indemnité inflation, de privilégier un renforcement du mécanisme de la prime d'activité, qui était un mécanisme créé par Hollande d'ailleurs, ce qui est assez surprenant, et qui, pour le coup, allait obligatoirement être refusé par l'Assemblée nationale et par le gouvernement. Donc je pense que ce n'était pas la bonne méthode. Le ciblage et la prise en compte des revenus du foyer étaient, moi, ce que je préconisais. Ça arrivait au même but, en réalité, mais je pense que ça pouvait passer.
Merci Audrey. Merci. À tout à l'heure dans le Club des Territoires. On va aller dans votre département maintenant. Emmanuel Capu, on va retrouver Yves Tréca-Durand. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes reporter régional en charge de la politique au Courrier de l'Ouest. Votre journal local, Emmanuel Capu, et Yves Tréca-Durand, on va parler avec vous de cette proposition du sénateur dans le cadre de la discussion budgétaire, le sénateur qui souhaite mettre en place des assurances inclusives. Oui, bonjour à tous, bonjour monsieur le sénateur. Bonjour Yves Tréca-Durand. Dans le cadre du projet de budget précisément dont on parlait à l'instant, vous avez porté un amendement visant à faciliter l'accès des assurances aux personnes malades, à ce qu'elles aient des assurances moins chères et moins contraignantes. Évidemment, si le budget ne passe pas, cet amendement, c'est un coup d'épée dans l'eau, c'est une déception, j'imagine. C'est le caractère totalement paradoxal de ce qu'on a vécu. J'ai porté un amendement avec le groupe Les Indépendants. Le groupe socialiste a porté un amendement avec Rémi Féraud. Les LR ont porté un amendement avec notre collègue du département, Catherine Deroche. Les 3 amendements allaient dans le même sens. Qu'est-ce qu'on proposait ? Un contrat d'assurance inclusif. Il y a une injustice, mais invraisemblable en France. Si vous avez des problèmes de santé, on en tient compte pour fixer le taux de vos contrats d'assurance, qui est vraiment une discrimination en raison de la santé. C'est franchement pas acceptable. Et il y a un consensus qui s'est dégagé, effectivement, au Sénat, pour créer des contrats d'assurance inclusifs. C'est d'ailleurs, en fait, le premier amendement, c'est celui de Catherine Deroche qui est passé et que j'ai soutenu, qui va dans ce sens. Et on nous dit que les LR, effectivement, pourraient ne pas voter cette première partie et ça fera donc tomber ce contrat. Je le regrette parce que c'est totalement aberrant et c'est la démonstration du fait qu'on devrait voter cette première partie pour notamment ces améliorations qui y figurent. Et l'article donc, concernant votre amendement est à lire ce matin dans le Courrier de l'Ouest. Autre sujet qui est à lire ce matin dans le Courrier de l'Ouest, Yves Tréca-Durand, ça concerne les parrainages puisque les maires sont évidemment très sollicités en ce moment. Oui, alors on va être honnête, c'était dans l'édition d'hier, ça. Mais oui, on a passé un petit peu de temps à sonder tous les maires du Maine-et-Loire sur les sollicitations dont ils faisaient l'objet dans le cadre de la qualification des candidats à l'élection présidentielle. Et sur 177 maires, en fait, très peu ont accepté de répondre, très peu ont accepté de parrainer des candidats. Ça pose de vraies questions, en fait, le fait que le Conseil constitutionnel ait décidé de publier les noms des candidats qui soutenaient, des maires qui soutenaient des candidats, ça semble les mettre mal à l'aise. Alors, vous, Monsieur Capu, qui avez été désigné par des grands électeurs, est-ce que vous trouvez que ce système, en fait, a vécu ? Alors, c'est une tradition, en fait. C'est vrai que les maires, et plus ce sont des maires de petites communes, moins ils sont politisés. Donc, plus ils ont une difficulté à afficher un soutien. Et ce d'autant plus, vous avez raison, que c'est renforcé par le fait que maintenant c'est public. Ça n'était pas le cas avant. Avant, il y avait un tirage au sort de des parrainages nécessaires. Maintenant, tout est public. Donc effectivement, ça freine. Après, on répète toujours que ce sont les maires. En réalité, tous les élus locaux, les maires, mais les conseillers départementaux, les conseillers régionaux, la liste est assez longue. Les maires délégués également. Les parlementaires aussi, les maires délégués. Donc, en fait, la liste est quand même beaucoup plus longue que le simple nombre de maires. Donc, ça fait un panel qui est de plusieurs dizaines de milliers de potentiels parrains. Ça me paraît suffisant. Il n'y a pas de difficulté. Ça fait un premier un premier filtre, à l'élection présidentielle. Ça permet quand même d'éviter des candidatures présidentielles totalement farfelues. Donc moi, je ne pense pas qu'il y ait de difficulté majeure. Je comprends la difficulté des maires, mais il n'y a pas de difficulté pratique à obtenir le nombre de parrainages suffisant pour la présidentielle. Mais quand même, quand vous entendez des candidats comme Jean-Luc Mélenchon, comme Marine Le Pen, qui disent avoir des difficultés pour le moment à recueillir les parrainages, est-ce qu'il n'y a pas quand même un problème? Ce sont des candidats qui ont déjà été candidats à la présidentielle, qui ont des parlementaires qui représentent une part conséquente de l'électorat français.
Est-ce que quand même ça pose pas Je pense pas, parce que d'ailleurs dans l'article de M. Trécat-Durand, ou tous les cas du Courrier de l'Ouest que j'ai lu hier, certains maires indiquent bien, s'il y a une difficulté, je soutiendrai, je donnerai mon parrainage à certains candidats qui seraient en difficulté sans les soutenir, mais simplement pour qu'ils puissent être candidats. Jean-Luc Mélenchon est très actif, moi j'ai même reçu à mon domicile, donc c'est le seul qui écrit au domicile personnel des élus, donc je suis pas très inquiet pour lui. Est-ce que, par exemple, s'il a des difficultés à obtenir ses parrainages, Jean-Luc Mélenchon, on sait que vous ne partagez pas les mêmes idées politiques, mais est-ce que vous pourriez lui accorder votre parrainage? Alors moi, non, parce que d'abord, je pense que je vais accorder mon parrainage à un autre candidat, et on a le droit d'accorder qu'un seul parrainage. Merci Emmanuel Capus, merci Yves Trécat-Durand. Emmanuel Capus, vous restez avec nous. Il vous regarde la une du Courrier de l'Ouest aujourd'hui. Covid vers une 3e dose plus vite que prévu. C'est à la une de votre journal. Merci Yves Trécat-Durand et à très vite dans cette émission. On va parler des élus puisque on va parler de cette tribune qui a été signée par 600 élus locaux dans le journal du dimanche, dont vous d'ailleurs, Emmanuel Capus, en faveur d'un second quinquennat d'Emmanuel Macron tourné vers les territoires. Quel était le but de cette tribune? Est-ce que finalement c'est une manière pour les élus qui soutiennent Emmanuel Macron de tenter de compenser son manque d'ancrage local? Moi, je ne suis pas d'accord avec cette définition-là. Emmanuel Macron a beaucoup de soutien dans les territoires. C'était pas le but. Le but, c'est d'expliquer que les élus locaux, donc moi, vous l'avez dit, je suis à la fois sénateur, mais je suis aussi conseiller départemental et je suis élu local depuis longtemps. Eh bien, nous nous reconnaissons dans la politique qu'a mené Édouard Philippe, Jean Castex, derrière Emmanuel Macron, au profit des collectivités territoriales. On entend souvent le contraire. Enfin, on voulait rappeler que le grand débat, c'est quand même Emmanuel Macron qui l'a fait. La sanctuarisation des finances des collectivités territoriales. Moi, j'ai été adjoint aux finances de la ville d'Angers sous François Hollande. 13 milliards de baisse des dotations des collectivités de 2012 à 2017. Ça a été exactement le contraire sous Emmanuel Macron. Donc rappeler ces quelques vérités. Mais elles ont été stabilisées. Oui, ça a été. Il n'y a pas eu de diminution. Il y a eu une forte diminution pendant les 5 ans d'avant. Sous Emmanuel Macron, il n'y a pas eu une seule diminution. Donc, je dirais qu'effectivement, il n'y a pas eu d'augmentation, donc ça n'est pas l'opposé, mais c'est quand même le contraire. Il n'y a pas eu de perte de dotation, ce qui est quand même assez exceptionnel. Et puis, il y a une façon de protéger les collectivités qui est effectivement pas toujours rappelée, et les associations n'ont pas toujours rappelé cet état de fait, donc on tenait à le rappeler. Mais est-ce que quand même il n'y a pas eu deux phases dans ce quinquennat? Est-ce que vous ne reconnaissez pas qu'il y a eu une première phase où Emmanuel Macron a peut-être tenté de faire sans les élus locaux, a peut-être voulu faire sans les élus locaux, puis il a été rattrapé par la crise des gilets jaunes, par la crise sanitaire, et là, effectivement, il a tenu compte des élus locaux et notamment des maires? Au début, c'est vrai qu'il y a peut-être eu un malentendu. Il y a aussi une méconnaissance, à mon avis, de l'Assemblée nationale et de cette nouvelle génération d'élus qui arrivaient et qui n'avaient pas cette connaissance du rôle du maire, du rôle des collectivités territoriales. Et la faute aussi au non-cumul des mandats, est-ce que ça c'est un problème? Il y a eu aussi, vous avez raison, tout à fait, ça a été renforcé par le non-cumul de mandats, qui fait que on se fréquente moins et on n'a pas la double casquette. Donc on connaît moins bien ces réalités, sans doute, dans les premiers mois. De l'autre côté, il y a eu aussi, et on voit avec la lettre que vous avez citée de Philippe Laurent, que ce n'est pas totalement terminé, d'une certaine forme d'instrumentalisation, notamment de l'AMF, pour en faire un outil d'opposition, ce qui n'est pas sa volonté. Ça veut dire que vous redoutez vous aussi ce que David Lisnard, le nouveau président de l'Association des maires de France, veut faire de l'association? Moi, je ne le redoute pas pour une raison très simple, c'est que David Lisnard, sa majorité, elle est à 50% de maires issus de la gauche, et qu'il y a, c'est pour la première fois, à la proportionnelle, beaucoup d'élus qui sont de l'autre liste. Donc il va bien falloir que tout le monde s'entende, parce que sinon, l'AMF ne sera pas dirigeable. Donc je ne suis pas inquiet là-dessus. Philippe Laurent a sans doute raison de taper du poing sur la table pour dire attention, il y a quand même 40% des gens qui sont de l'autre liste. Mais en tous les cas, je ne le souhaite pas. Je ne suis pas très inquiet
parce qu'il faudra bien que les nouveaux élus soient pris en compte. Merci beaucoup. Merci Emmanuel Capus d'avoir été notre invité ce matin. Dans 20 minutes, dans le Club des Territoires, on reviendra sur la situation en Guadeloupe, puisque Jean Castex a reçu hier les élus de l'île. On sera avec le sénateur Victorin Lurel qui viendra nous dire comment s'est passée cette réunion. Et d'abord, Emmanuel Capus, vous allez laisser votre place à notre prochaine invitée, c'est Mathilde Panot qui va nous rejoindre. Merci beaucoup. Merci.